La Commission électorale nationale indépendante était ce mercredi 12 mars face aux personnes vivant avec handicap dans le cadre de sensibilisation sur la feuille de route 2013-2016. Les FDLR doivent désarmer pour s'engager dans le processus, sinon ils seront désarmés de force. C'est la déclaration des responsables de la mission onusienne. En visite de travail de 4 jours en RDC, le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a déclaré que les enquêteurs de cette cour internationale sont à pied d'œuvre en RDC pour d'autres dossiers de violation de droits de l'homme. Antenne A, le journal, Dieu merci Nzob Mabiala. Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Cette grande édition reçoit pour vous mademoiselle Choisie Bassoloa, chantre, musicienne chrétienne. Avec elle, nous parlerons du thème choisi pour le mois de la femme, mais également de son parcours. Bonsoir mademoiselle Bassoloa. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais d'abord l'information. Le séjour du procureur de la Cour pénale internationale ne sera pas de tout repos en République démocratique du Congo. Demain, jeudi 13 mars, elle aura des entretiens avec le président de la République en début de matinée et dans l'après-midi, elle aura à animer une conférence de presse au cours de laquelle elle fera le point de son séjour en République démocratique du Congo. Mais d'abord, ce mercredi, elle a eu à être reçue par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Au sortir de l'audience, Madame Bensouda a déclaré que le travail de la Cour pénale internationale n'est pas encore fini par rapport au dossier congolais en cours à la CPI. Patricia Mouli, David Temeli. Pour sa première visite en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a pris langue ce mercredi 12 mars avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Ensemble, ils ont évoqué les questions de renforcement de coopération entre la CPI et le gouvernement congolais. Le travail ici en RDC n'est pas fini. Il y a beaucoup à faire. Et je pense que c'est important de renouveler notre engagement, notre coopération avec le gouvernement. Concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays, Mme Bensouda a déclaré que cette juridiction internationale est en train d'enquêter afin d'établir les responsabilités. On est en train d'enquêter, ce n'est pas fini. On a dit toujours qu'on fait nos enquêtes par phase. Bon, maintenant, on est en train de voir avec les autorités, de parler avec les autorités pour continuer la coopération entre la Cour pénale internationale et le RDC. Mais on travaille toujours. En rapport avec la dernière visite d'Omar El-Béchir en RDC, Mme Bensouda dit que c'est un dossier complexe pour la RDC. Nous, on a parlé avec le gouvernement congolais. On sait que c'est complexe. C'est complexe pour eux, mais le gouvernement nous a assuré que c'était pas prévisible c'était une surprise pour le gouvernement. Et maintenant, on essaie de voir comment on va faire pour le futur, pour que ça n'arrive pas. C'est la raison de votre visite en RDC? Non, c'est pas ma raison. Enfin, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a reçu l'ambassadeur du Japon en RDC, Yoshimasa, qui est enfin mandat. Après le ministère des Affaires étrangères, Fatou Bensouda, procureur à la Cour pénale internationale, a pris la direction de l'INSS où elle a eu des échanges avec le procureur général de la République, Floribert Kabange Numbi. Encore une fois, Patricia Moli et David Temeli. Cette séance de travail a réuni autour d'une table le procureur de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda et le procureur général de la République démocratique du Congo, Floribert Kabange Numbi. Au centre de leur discussion, les questions judiciaires entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale.
Nous avons travaillé avec les autorités judiciaires congolaises depuis presque 10 ans. Nous avons travaillé de façon très proche et très continue, en particulier en ce qui concerne les arrestations et les remises à la cour. Nous allons continuer notre travail et nos enquêtes. En réalité, il y a encore beaucoup de travail. Cela concerne tous les groupes armés qui ont continué et qui continuent à commettre des crimes. Et nous voulons lancer le signal que nous allons continuer à enquêter et à travailler sur ces crimes. Madame Bensouda a parlé de 8 dossiers en cours à l'AE, siège de la CPI. Nous avons également discuté de la question de la complémentarité parce que nous savons que les autorités congolaises vont et doivent faire des efforts pour juger les personnes au niveau national. Nous avons discuté de comment coordonner nos efforts. La RDC, qui est un des pays qui a coopéré très bien avec la Cour, qui continue à coopérer, qui l'a fait non seulement pour ce qui concerne les arrestations et les remises, mais également pour ce qui concerne la coopération technique judiciaire au jour le jour. Sur le dossier Jean-Pierre Bemba, le procureur de la Cour pénale internationale est clair. Dans l'affaire Bemba, nous avons terminé la présentation de nos éléments de preuve. La défense a fait de même. Donc nous allons maintenant attendre la décision des juges. Nous allons présenter nos conclusions écrites. La défense fera de même et nous attendrons la conclusion des juges. Madame Bensouda poursuit son séjour en République démocratique du Congo jusque vendredi 14 mars 2014. La force de la mission onusienne au Congo ne tergiverse pas. Les FDLR doivent se désolidariser de leur leader ou ils seront désarmés de force. Les responsables de la MONUSCO l'ont réaffirmé ce mercredi 12 mars au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies. Et c'est Sylvie Fortuné-Mboula et Blaise Blunda qui nous en parlent. Nous donnons une chance, nous lançons un appel aux groupes armés, particulièrement aux FDLR, de désarmer et de s'engager dans les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. C'est la déclaration du général Abdallah Wafi au cours du point de presse des Nations Unies de ce mercredi. En ce qui concerne les FDLR, vous le savez, à maintes reprises, nous avons clairement dit que les FDLR, comme les autres groupes armés, doivent désarmer et aller à travers le processus DDR. Ils n'ont pas entendu, les opérations militaires, les pressions militaires vont continuer à s'exercer sur eux jusqu'à ce qu'ils acceptent de désarmer, comme je l'ai dit tantôt. Hier, le M23 ne l'a pas entendu, il a été défait. Aujourd'hui, l'ADF est en train d'être engagé par les FARDC en appui avec la force de la MONUSCO pour le soutenir. Aujourd'hui, c'est le tour des FDLR, mais croyez-nous, tous les autres vont y passer, tous les groupes armés. Après l'appel lancé par Martin Kobler, patron de la MONUSCO au FDLR, Abdallah Wafi salue l'engagement des FARDC à neutraliser le FDLR et réaffirme le soutien de la MONUSCO à côté de l'armée régulière. La collaboration avec les FARDC se fait à tous les niveaux, aussi bien au niveau de Kinshasa ici qu'au niveau des régions militaires et jusqu'à l'échelon d'exécution. Donc, que ce soit dans le cadre de la planification des opérations, que ce soit dans le cadre des priorités fixées, il y a une consultation, une collaboration, une concertation permanente, ce qui nous permet d'atteindre les objectifs tels que vient de le décrire le commandant de la force de la MONUSCO par exemple. Entre-temps, la situation humanitaire sur l'axe Manono, Bitumba et Pueto dans le Katanga reste très préoccupante, ce qui affecte aussi l'action humanitaire dans cette partie du pays. J'ajoute que les FDLR ont quitté ce mercredi une position importante qu'ils occupaient dans l'est de la République démocratique du Congo, annonce l'AFP dans une dépêche datée justement de ce mercredi 12 mars. Selon l'AFP, après une attaque dimanche de l'armée congolaise appuyée par les casques bleus de la MONUSCO, à Kalengela, localité située à 50 km de Goma, au nord Kivu, les FDLR ont déserté cette position en y abandonnant des munitions, des vêtements et des chaussures. Emmanuel Ilunga, président de l'ARP, l'Action républicaine pour le progrès, lance encore une fois un appel à un nouveau dialogue en République démocratique du Congo. Suivez un extrait d'une interview qu'il a accordée à John Ngombo et Gédéon Lukumwena. En marge de la future mise en place du gouvernement d'union nationale et de la désignation du porte-parole de l'opposition politique en République démocratique du Congo, le président de l'ARP livre son opinion. Je ne comprends pas. La majorité a été élue avec autant de pourcentage aux élections. Donc ils ont un mandat de 5 ans pour mettre leur politique en œuvre. Ils ont 5 ans pour ça. Ben, ils n'ont pas besoin, en cours de mandat, de faire un gouvernement de cohésion nationale. Ça correspond à quoi? Décréter comme ça, telle est une autorité morale, telle autre est une autorité morale, c'est très compliqué. Parce que moi, on ne m'a pas consulté.
Vous comprenez? Il faut mon avis. Moi, je suis un homme libre. Mais les principes, oui. Vous les Le comprenez? principe, pas l'autorité morale. On peut mettre un porte-parole. Pourquoi une autorité morale? Qui peut représenter la morale de tout le monde? Quant au nouveau dialogue politique en République démocratique du Congo, Emmanuel Ilunga donne son avis. Oui, nous, effectivement, rechercher le vrai dialogue, nous sommes parfaitement d'accord. Mais tout ça, c'est dans une grande discussion, dans une longue discussion. On peut faire comme nous avons fait en 2006, nous avons envoyé des invitations à tous les partis politiques. Ici au centre Nganda, nous les avons tous réunis, nous avons discuté des questions fondamentales pour notre pays. Et après, au cours de ces discussions, au moins on a sorti quelque chose de concret. Chacun s'est exprimé librement. À ce moment-là, on peut nommer un porte-parole. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais décréter un porte-parole, c'est très embêtant. Pour rappel, l'Action républicaine pour le progrès est une plateforme politique née en 2005. Elle se réclame être de la troisième voie, c'est-à-dire entre le parti au pouvoir et l'opposition traditionnelle. Et encore en politique, la Commission électorale nationale indépendante est descendue ce mercredi 12 mars dans la commune de Kalamu au cercle Bisengo pour sensibiliser les personnes vivant avec handicap sur la feuille de route du processus électoral 2013-2016. Jean-Baptiste Ndundu, membre de la plénière chargée des jeunes et des personnes vivant avec handicap, a voulu que ces derniers puissent bien cerner l'importance de leur implication dans ce processus. Reportage signé Nadia Koulin-Fouka et Josène Belebele. Après les acteurs politiques, la société civile et les professionnels de médias, la Commission électorale nationale indépendante a voulu cette fois sensibiliser les personnes vivant avec handicap sur la feuille de route du processus électoral 2013-2016. Pour la CENI, il est plus que temps de faire impliquer cette catégorie de personnes, c'est dire les personnes vivant avec handicap dans l'élaboration même du dit processus électoral. Je souhaite d'abord qu'ils comprennent très bien quel est l'état de lieu que la Commission électorale indépendante a fait du processus électoral, mais aussi attendre une participation des personnes vivant avec handicap dans tout le processus électoral, que ce soit sur la phase d'élaboration des lois, mais que ce soit aussi par rapport à la collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante, pour qu'ils soient présents et que leurs intérêts puissent être pris en compte. Les concernés n'ont pas manqué d'élouer cette initiative qui veut que chaque citoyen congolais intériorise dès à présent les déroulements du cycle électoral en RDC. Les personnes vivant avec handicap sont très contentes. Vous savez, tout le monde a été appelé dans le cadre de la société civile à la maison des élections, mais la CENI a jugé bon de venir vers les personnes vivant avec handicap, connaissant les problèmes que nous avons surtout par rapport à notre mobilité. Et aujourd'hui aussi, nous avons été éclairés sur la feuille de route que la CENI venait de déposer au bureau de l'Assemblée nationale par rapport au processus électoral 2013-2016. Après cet échange houleux, les recommandations ont été formulées à l'endroit de la CENI. Parmi elles, on retient la mise en place d'un ministère chargé de l'égalité des chances. Et dans un autre registre, Kinshasa, la poubelle, on peut le dire, du stade municipal de Massina, dans le cadre du suivi du programme de salubrité et d'embellissement du boulevard Lumumba, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a envoyé son équipe de presse faire le constat. Et justement, le constat au stade municipal est désolant. Avec les images que vous allez suivre, le bourgmestre de Massina a du suivi à se faire pour son poste. Suivez. Cet espace de jeu du stade municipal de Massina est en piteux état et en état d'abandon total. Il lui faut une thérapeutique de choc. L'entrée du stade et ses abords sont embellis par une fosse septique qui sointe. Les matières fécales empestent l'atmosphère. L'intérieur et les abords de l'aire de jeu sont transformés en toilettes à ciel ouvert. La dégradation de ce stade municipal est continue. Il n'y a pas de lieu d'aisance. Les tribunes sont complètement détruites. Le bourgmestre de la commune a transformé ce lieu en un funérarium. Les recettes générées par plusieurs activités organisées dans ce stade servent plus à sa poche qu'à l'entretien de ce lieu. Pour rappel, le stade municipal de Massina a été construit par le président Laurent-Désiré Kabila. Il avait voulu ainsi remercier la population de Tchangou pour sa résistance contre l'invasion rwando-burundo-ougandaise à Kinshasa. Ce lieu, aujourd'hui désacralisé, est la preuve de la mégestion de la commune de Massina. Le gouverneur de la ville est interpellé. Le gouvernement l'est aussi, à juste titre, car Massina est le miroir de la capitale.
C'est bien dommage. Et évidemment, le bourgmestre de la commune de Massina a du souci à se faire pour le suivi de son poste. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le Fonds international du développement agricole, a organisé du 10 au 14 mars à l'hôtel Venus un atelier de démarrage du programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers dénommé Papakine. Anne-Marie Ossite et Mathieu Ngadipovi. Reportage. Cet atelier de 5 jours, soit du 10 au 14 mars 2014, va permettre aux participants venus des différentes provinces d'échanger et de partager leurs expériences en matière agricole. Ceci en vue de produire un travail de qualité. Cette initiative du gouvernement appuyée par le Fonds international du développement agricole vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des paysans producteurs afin d'éradiquer la pauvreté dans les zones rurales ciblées. Nous allons appuyer la multiplication des semences ainsi que la production de matières végétales de qualité, en ce qui concerne le manioc, les maïs, les légumineuses, ainsi que les palmiers à huile dans la province du Bandundu. Nous allons travailler avec des unions. Les unions représentent les organisations paysannes regroupées qui regroupent les ménages agricoles. Regroupés au sein des travaux en commission, les participants à ces assises réfléchissent sur les procédures publiques de passation des marchés en République démocratique du Congo. Nous devons produire, nous allons produire, parce que la FENAPEC s'occupe des maraîchers. On a un programme de produire beaucoup dans la ville de Kinshasa. Il faut noter que ces programmes d'appui au pool d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers va s'étendre sur une durée de 10 ans dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Bandundu et le Bas-Congo. Choisie Bassolo, encore une fois, bonsoir. Vous êtes une jeune fille, une femme en devenir. Quelle est la lecture que vous faites du thème choisi pour la célébration de la journée de la femme, à savoir ensemble luttons contre les violences faites à la femme et à la jeune fille pour la paix et la justice en République démocratique du Congo? Vraiment, je suis très émue de joie pour cela et je félicite, j'encourage et je prie que Dieu bénisse toutes ces femmes qui luttent pour que les femmes puissent avoir la prise de conscience sur leurs droits. Et là, je félicite la distinguée première dame, Madame Geneviève aussi. Vraiment, je suis très contente. Et moi, j'aurais tenu ce qu'ils ont demandé, que l'enseignement, les études pour toutes les jeunes filles de 5 ans jusqu'à 16 ans. Et moi, j'aimerais ajouter que c'est mieux, c'est bien. Je suis vraiment très, très contente pour ça. Mais j'aimerais qu'on dise plutôt que les études permettent à tous les enfants pour éviter la discrimination future. Ok. Alors, mais j'aimerais qu'on parle de vous. Vous êtes une chantre et ça fait quelques années, si je ne me trompe, 4-5 ans, peut-être plus aussi, que vous servez à travers le chant. Est-ce que vous avez écho des âmes qui ont été gagnées? Oui, il y en a beaucoup. Nous avons vraiment des témoignages pour cela. Mais comment vous avez su que vous aviez été appelée pour le service? En fait, comment j'ai su? Dieu se fait toujours révéler et j'avais encore 3 ans que j'ai eu cet appel, que Dieu s'est révélé en moi à l'âge de 3 ans pendant que je dormais. Et là, c'était dans une veillée de prière. C'est alors que je demandais que je puisse chanter. Et partout, j'y allais toujours chanter pour Dieu. Il y a toujours de personnes, de prophètes, de pasteurs qui disaient toujours quelque chose de moi, qui prouvent que, en tout cas, Dieu nous a appelés. Et si Dieu ne m'avait pas appelé, je ne pourrais pas arriver jusque-là. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes encore très jeune, Choisie. Il y a quelques années, nous avons connu la bébé Souza, qu'on appelle aujourd'hui Sœur Souza. On n'entend plus parler d'elle. On a l'impression qu'il y a ces adages qui se confirment. Quand vous commencez très tôt une carrière, très tôt vous vous lassez. Et nous devons savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu de œuvres inachevées. Donc il commence et il va toujours à la fin, mais cela dépend de personne, cela dépend de ce que nous avons dans notre cœur. Et moi, je prie que, comme il est arrivé avec la sœur Souza,
que Dieu me fasse grâce, que moi j'arrive jusqu'à la fin. Vraiment, c'est mon souci. Et je dirais même que les gens qui sont en train de dire cela, que peut-être ils sont en train de se tromper parce que je continue toujours à servir Dieu. Peut-être que j'ai étudié encore, ça me prend un peu de temps. Mais comment vous faites pour concilier études et musique? Donc c'est quelque chose un peu difficile pour les autres, mais si la Bible dit il y a un temps pour tout, donc il faut savoir que ce temps c'est pour la musique et ce temps c'est pour les études. C'est beaucoup plus pendant les vacances que je m'occupe beaucoup plus de la musique, et pendant les heures de cours je suis vraiment concentrée pour l'école. On se retrouve avant la fin de ce journal. La projection du documentaire sur le fonctionnement de l'Institut national des arts, INA, de demain aura lieu le 14 mars 2014 à 18h dans la salle Bilembo dans la commune de la Gombe. Ce documentaire réalisé par Amal Karat, artiste plasticienne et réalisatrice, a été conçu dans le souci d'apporter sa petite pierre à un combat, celui de sauver cet institut aujourd'hui menacé de déguerpissement. Magali Sissi et Pepito Matondo. L'INA demeure encore et toujours victime des menaces de déguerpissement par une famille qui se dit être propriétaire de l'immeuble abritant cet institut supérieur. Une situation qui dérange non seulement les bons fonctionnements de cette grande école de formation artistique, mais aussi tous ceux qui l'ont fréquentée. Parmi eux, on peut citer Karat, cette artiste plasticienne et réalisatrice reconnaît encore la valeur de l'art à travers les techniques qu'elle a prises grâce au savoir-faire des professeurs de l'INA. Afin d'apporter sa petite pierre pour la sauvegarde de cet institut, Amal Karat vient de réaliser un documentaire. Ce dernier relate sur le fonctionnement de l'INA tout en dégageant un message très clair sur son avenir. Sa projection en exclusivité est prévue le 14 mars 2014 en la salle Bilembo au quartier Sosimat. On cherche des bailleurs pour construire un nouvel espace digne de l'INA, des étudiants et des professeurs de l'INA. Voilà une manière pour cette artiste comédienne de sauver l'INA, car apparemment toutes les démarches menées jusque-là s'avèrent nulles et de nul effet. Et en sport, le président de la FENACOJU, Francis Bimoila, a tenu un point de presse samedi 8 mars dans la salle Bibiplay à Matongé, dans la commune de Kalamou. Il a été question pour Francis Bimoila de lever l'équivoque sur les conflits qui l'opposent au comité olympique du Congo. Natacha Bomongo Rigomolopo. Après le championnat national des judo et l'élection de nouveaux membres du comité de la dite fédération organisée à Goma en décembre dernier, laquelle élection a réélu Francis Bimoila comme président de la FENACOJU. Le comité olympique du Congo persiste dans la contestation. Pour lui, cette élection devrait se dérouler à Kinshasa en présence au moins de membres du COC. Le comité olympique congolais puisse se consacrer à garantir l'autonomie de fédérations sportives, a joué son rôle majeur des syndicats du sport national en vue de défendre l'indépendance du sport en lieu et place d'entretenir un dysfonctionnement structuré très préjudiciable à son existence même. Cette comédie qui n'a que trop duré doit impérativement s'arrêter. Selon lui, l'élection de Goma a été organisée dans les normes. Ceux qui la contestent, a-t-il relevé, devront se référer aux propos du ministre de Sport lors de l'audience lui accordée ainsi qu'à la légitimité confirmée par la FIGE. La lettre du ministre qui nous autorisait à aller organiser l'Assemblée générale. On ne parle pas d'ordinaire ici, qu'on ne vous trompe pas. La FENACOJU se réserve le droit à dater d'aujourd'hui, délester en justice contre quiconque s'hasarderait à enfreindre la bonne marche de ses activités ou à chaque fois qu'elle se sentirait lésée. Élu pour 4 ans, le comité exécutif de la FENACOJU promet d'avoir un mandat fructueux. Et en dehors de nos frontières, le Boeing 777 de Malaysia Airlines a disparu vendredi 7 mars dernier des écrans radars. Reste toujours introuvable. Les enquêtes se poursuivent sur la côte ouest de la Malaisie. Les autorités malaisiennes ne livrent pas assez d'informations sur cette catastrophe alors que la CIA évoque de plus en plus une piste des terroristes. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Après la disparition du vol MH370, les 2 passagers iraniens ont été identifiés.
Ce sont ces hommes, âgés de 19 et 20 ans, qui étaient en possession des passeports italiens et autrichiens volés. Selon toute vraisemblance, des candidats à l'immigration en Europe. Plus nous obtenons d'informations, plus nous avons tendance à penser qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Si vous avez lu ce qu'a dit le directeur de la police malaisienne ces derniers temps concernant le passager de 19 ans dont vous avez vu la photo, il tentait de se rendre en Allemagne pour retrouver sa mère. Il semble que ce soit une affaire de trafic d'êtres humains et non pas une question de terrorisme. Pourtant, la CIA dit ne pas exclure la piste terroriste. D'après les enquêteurs, les deux hommes auraient embarqué pour Kuala Lumpur avec leur passeport iranien avant d'utiliser les passeports volés pour les liaisons vers l'Europe. Du côté de l'avion disparu, les recherches continuent. Elles se concentrent désormais sur la côte ouest de la Malaisie. Une quarantaine de navires, une vingtaine d'avions et d'hélicoptères issus de 9 pays différents sont mobilisés pour tenter de localiser le Boeing. Mais pour le moment, aucune trace de l'appareil et de ses 239 occupants. Malgré tout, cette famille malaisienne essaie de garder espoir. Bien sûr, nous espérons le revoir, qu'il soit en vie et en bonne santé, ou non. Quelle que soit l'issue, nous l'accepterons. Le Boeing 777 de Malaysia Airlines a brusquement disparu des écrans radars vendredi dernier. Les enquêteurs évoquent une possible désintégration en plein vol. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Polydor Patrick Ngaziami. Dans leur colonne, quelques parutions de ce 12 mars sont revenues sur un sujet pour lequel l'opinion attend d'être éclairée. Il s'agit de la représentation de Joseph Kabila à la présidentielle 2016. À propos, écrit le quotidien Les Dépêches de Brazzaville, le président de l'Union pour la nation congolaise appelle le président de la République à se prononcer afin de lever toute ambiguïté, car, poursuit-il, il n'accorde aucune foi aux assurances du porte-parole du gouvernement, estimant qu'il n'est pas dans son rôle parce qu'il s'agit ici d'un engagement public soutenu par la Constitution. Pour Vital Kamerhe, Joseph Kabila n'a pas de choix. Il doit respecter la Constitution. Des propos qui reflètent son engagement à empêcher l'actuel chef de l'État à rempiler pour un troisième mandat. Mais s'il faut considérer Joseph Kabila comme non partant, qui alors de la majorité se présentera, s'interroge Géopolis Hebdo. Le journal avance deux hypothèses. La première, Joseph Kabila quitte le pouvoir mais conserve le contrôle du régime en qualité d'autorité morale de la majorité. La deuxième, des personnalités de la majorité émergent pour une investiture à la candidature. Et parmi ces personnalités, Évariste Bochab, Aubin Minakou, Augustin Matata Pogno et Moïse Katumbi du PPRD, Pierre Lumbi du MSR et Olivier Kamitatou de l'ARC. Sur le tableau de l'actualité figure aussi la détérioration des relations Afrique du Sud-Rwanda. Finalement, écrit Forum des As à ce sujet, Pretoria donne raison à Kinshasa en découvrant la véritable face de Kigali, son ex-protégé. En effet, pour la RSA, c'est bien le Rwanda qui a agi dans le cas de l'assassinat du colonel Karageya, son ancien chef des services secrets chargé de la sécurité extérieure, exécuté par strangulation dans un hôtel de Johannesburg en début d'année, et le cas de tentative d'assassinat mardi dernier du général Kayumba, ancien chef d'état-major de son armée. Ces services disent détenir des preuves de l'implication du pays de Kagame. À en croire des indiscrétions de la présidence, Zuma veut carrément fermer cette boîte à espions qu'est l'ambassade du Rwanda à Pretoria. L'actualité, c'est encore l'opération conjointe FARDC-MONUSCO pour la traque des FDLR, annoncée le 10 mars dernier par la MONUSCO. Alors que les deux forces sont en pleine préparation, indique le guide, les FDLR battent déjà en retraite. Illustration avec le cas de la région de Lofu, dans la nuit de dimanche à lundi, et de la zone de Tongo à 60 km au nord de Goma, le 9 mars. Mais en marge de cette... Déjà sorti combien d'albums? 2 albums déjà, et je suis en préparation pour le 3e. Mais on sent comme s'il y avait une sorte de baisse de régime, hein? On ne vous entend plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, comme je venais de dire, je suis élève, j'ai étudié, ça prend vraiment du temps, ça me prend du temps vraiment. Mais je sers Dieu d'une autre manière à l'église, je chante pour Dieu. Et là, le dimanche, j'ai un culte d'adoration. Et très bientôt, je vais voyager vers le Bas-Congo pour planter un ministère là-bas. Et je suis invitée. Donc, je suis là, je chante toujours. Et vous êtes toujours à Kinshasa, oui, pas à Brazzaville? Je pars souvent, mais je suis à Kinshasa.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans quelques instants, nous allons vous écouter. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver demain à 19h pour les informations avec le même plaisir. Mais n'oubliez pas les rendez-vous d'information sur votre chaîne. C'est à 7h30, 10h, 12h et 16h pour le journal en lingala. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur votre chaîne choisie. On te laisse la place. Lokola nzambe alinga kabato nyonso oyaza na mawato na pasi akokangola aye lokola nzambe alinga kabato nyonso oyaza na mawato na pasi akokangola aye. Merci et bonsoir, à demain. C'était très bien.